Salut, bonne année et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je parlais des bandes dessinées Mass Effect. Parce qu'en 2020 j'ai découvert la série Mass Effect, j'ai fait les 3 jeux, et comme ils m'ont vraiment marqué, comme ça a vraiment été une expérience que j'ai énormément appréciée, j'avais envie de faire une vidéo pour marquer un peu le coup, pour marquer un peu mon expérience dans le temps et garder une trace de ça. Et vu qu'il y a eu 13 comics qui ont été réalisés autour de la trilogie Mass Effect, bah c'était l'occasion pour moi de pouvoir faire une vidéo. Et j'ai vu qu'il existait aussi des BD autour de Mass Effect Andromeda, mais ça je vais pas en parler vu que j'ai pas fait le jeu. Et dans cette vidéo je vais parler un peu en surface de ces 13 comics qui sont sortis, et je vais m'attarder en particulier sur celui qui raconte l'histoire d'Aria, qui se passe donc entre Mass Effect 2 et 3, et dans laquelle on peut voir une centaine de pages en détail de la manière dont Aria a perdu Omega face à Cerberus, et donc peu de temps avant qu'on ne la retrouve à la citadelle et qu'on part en mission dans le DLC pour aller récupérer Omega avec elle. Et dans cette vidéo je vais aussi parler de la difficulté d'adapter un univers comme Mass Effect, surtout du fait que c'est un jeu vidéo avec une énorme part d'interactivité, de personnalisation du personnage et de l'histoire, et des choix, et de l'investissement personnel qu'on met dans ce jeu là, et donc devoir raconter des histoires dans un format bande dessinée, et qui ne doit surtout pas empiéter avec l'expérience personnelle du joueur, c'est-à-dire qu'on peut pas montrer Shepard, on peut pas dire si c'est un homme ou une femme, on ne peut pas trop insinuer quel type de caractère il a, on peut pas non plus mettre en scène des personnages dans une certaine chronologie si ce personnage est potentiellement déjà mort. Tout ça, et aussi d'autres aspects difficiles à adapter d'un point de vue esthétique. Mais pour parler vite off de mon expérience du jeu, forcément ça a été un gros kiff de pouvoir créer son Shepard, de pouvoir se l'investir complètement, de pouvoir vraiment vivre l'aventure avec lui, de le personnaliser visuellement dans ses décisions, de vraiment avoir l'impression d'avoir une expérience unique. Et forcément maintenant, Dorge Shepard, c'est devenu le meilleur personnage de l'histoire du jeu vidéo ever. Et qu'en termes d'univers et d'investissement, le premier Mass Effect j'avais bien aimé, mais sans que ça me transcende non plus, il y a vraiment des parties que j'ai trouvé géniales et tout, et ça pose les bases de cet univers là, mais il y avait des trucs qui me plaisaient moins, que je trouvais un peu osef, comme le fait de mettre des zombies dans un univers SF, c'est un truc qui me saoule, que je trouve pas intéressant, mais que justement au fur et à mesure de la trilogie, cette idée de s'accaparer les corps de civilisation, de manipulation de l'esprit, etc. est un gros point central dans Mass Effect, et donc les zombies font quand même sens, mais ça c'est vraiment consolidé au fur et à mesure de la trilogie, et donc dans le premier, c'est pas quelque chose qui m'avait forcément plu, ni l'aspect par exemple des moissonneurs, qui aussi justifiait davantage, notamment dans le 3, je me suis dit c'est des grands méchants tentaculaires qui sont rouges et noirs, on retombe dans un truc un peu Star Wars, en tout cas c'était mon impression dans le 1, et après ça a évolué justement, et même si Mass Effect 1 est vraiment très bien, c'est vraiment à partir du 2 où tous ces aspects là ont vraiment été consolidés, et où j'ai pu vraiment développer davantage d'affection pour cet univers là, notamment grâce à des personnages comme Mordin Solus que j'ai vraiment adoré, et tout ça fait que j'ai vraiment adoré le troisième parce que c'est vraiment un aboutissement de cette montée en puissance scénaristique du personnage, etc., et que j'ai pu voir après que les fins de Mass Effect 3, ça a vraiment été une polémique au moment de la sortie du jeu, mais sans spoiler exactement ce qui se passe, moi j'ai vraiment adoré toute la montée dramatique, ton personnage qui est abîmé physiquement, qui se retrouve seul, qui est ralenti, tout l'investissement émotionnel que t'as mis dans ce personnage a vraiment payé, je trouve, dans cette fin de Mass Effect. Et une fois la trilogie terminée, j'ai vraiment une sensation de manque, de vide, et ce qui m'a fait rendre compte à quel point j'ai été investi par ce jeu, et que plus que l'univers en soi, c'est vraiment l'investissement que j'ai eu pour ma Shepard et mes coéquipiers, qui fait qu'une fois que le jeu était terminé, j'ai dû faire une sorte de deuil, de petit deuil, pour digérer l'expérience que j'ai pu vivre pendant ces environ 100 heures. Et ce qui fait que j'ai pu aussi apprécier le final de Mass Effect, c'est que dans mon expérience de la SF, notamment littéraire via des livres audio que j'écoutais avec Hyperion, le problème à 3 corps aussi rejoint ça, c'est que j'ai l'habitude que dans une saga de SF, il y a un final plus mystique, qui tend énormément vers du spirituel, vers quelque chose qui va transcender l'humain, et qui va nous amener vers des frontières mystiques. Et ça pour moi ça se justifie assez bien dans un univers SF, même si ça semble paradoxal, voire ironique, que dans ce type d'univers, même encore une fois dans le problème à 3 corps, qui a une trilogie, un roman chinois SF, avec des parts de hard science dedans, donc quelque chose assez hardcore parfois, en termes d'explication de théorie physique, de technologie, etc. En fait, dans ces univers-là, l'échelle de la technologie est tellement grande, mais aussi les enjeux qui sont cosmiques, qui sont vraiment de l'ordre interplanétaire, intersidéral et tout ce que vous voulez. Tout ça nous ramène davantage encore à notre place d'humain, en fait qu'on est tout petit, en fait qu'on est mortel, et qu'au bout d'un moment, en fait, on habite dans un univers qui permet de faire émerger des technologies tellement puissantes qu'on va se sentir écrasé par elles, de la même manière qu'on va se sentir écrasé face à une dimension où il y aurait des dieux qui habiteraient, et que nous on serait que des petits pions par rapport à eux, par exemple, comme par exemple un univers à la Lovecraft où on n'est rien face aux enjeux cosmiques et à la folie des univers parallèles qui existent. En fait dans ces univers SF on est tellement dépassé qu'on n'arrive plus à juste rationaliser et voir tout ça d'un point de vue purement matérialiste, de lois physiques, de matériaux mis bout à bout qui vont créer telle technologie. En fait on est tellement écrasé par tout ça de notre petite condition d'humain qu'on est forcément obligé de percevoir cet univers technologique hyper puissant comme quelque chose au moins en partie mystique, tellement qu'on est dépassé par l'univers dans lequel on habite, quoi. Et que donc pour moi c'est pas étonnant de voir émerger presque naturellement du mystique de toutes ces technologies ultra puissantes. Et que justement la SF, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se permet de matérialiser, de rendre rationnel entre guillemets des enjeux qu'ont normalement des divinités. Et que donc les races extraterrestres et les humains qui utilisent ces technologies peuvent aussi bien créer des dieux qu'en devenir, et que donc forcément ça apporte toutes des réflexions métaphysiques, et que j'adore le fait qu'une expérience mystique, spirituelle puisse émerger
complètement de quelque chose de matériel. Et que nous-mêmes, déjà dans notre monde, on est dépassé et que je comprends tellement pas comment fonctionne un ordinateur, ou YouTube, ou tout ce que vous voulez, que pour moi, si je vais être complètement honnête avec moi-même, ça relève plus de la magie qu'autre chose, même si je sais que c'est purement matériel. Alors si en plus on arrive à de la SF avec des lois physiques qui spéculent complètement sur les possibilités de notre monde, comme par exemple concrétiser complètement des hypothèses de physique quantique qu'on a actuellement, bah on a quelque chose qui ressemble encore plus à de la magie, même du point de vue de quelqu'un qui se connaîtrait mieux que moi en physique ou en technologie. Bref, du coup, et justement la fin, apparemment de ce que j'ai bien compris, c'est Mark Walters, qui est le scénariste principal du 3e Mass Effect, mais il aurait aussi travaillé sur les 2 premiers. Et justement ici c'est Mark Walters qui est scénariste des 13 comics, mais il fait pas forcément le script de ces comics, et on va aussi avoir une poignée de différents dessinateurs qui vont dessiner ces comics-là. Et la plupart de ces comics vont être une très courte aventure, un issue en fait, un numéro, qui va se passer pendant une dizaine, voire une vingtaine de pages maximum, mais on va aussi avoir quelques histoires qui vont se passer sur une centaine de pages. Et chaque histoire va raconter un petit moment précis, important pour un personnage secondaire, que ce soit un équipier de Shepard, ou Arya par exemple, comme je disais. Et donc pour parler un peu de mon expérience globale de toute cette lecture, il m'a fallu quand même un certain temps d'adaptation pour accepter le fait qu'on me raconte Mass Effect via un format de comics. Parce qu'encore une fois, moi je suis pas spécialement attaché à l'univers en soi, mais plus aux personnages, et que l'expérience Mass Effect est vraiment liée aux jeux vidéo et au fait de pouvoir personnaliser son aventure. Tout ça, plus toutes les phases de gameplay, la musique, les bruitages, les doublages, etc. fait qu'une fois qu'on se retrouve dans une BD, on a l'impression quand même d'être un peu étriqué et d'avoir du mal à retrouver exactement l'ambiance qu'on avait dans ces jeux, mais que c'est un truc que je reprocherais jamais à la bande dessinée, de ne pas avoir de son, de musique ou je sais pas quoi. Au contraire, pour moi c'est une des forces de la BD, de pouvoir présenter des dialogues et du son de la manière comme elle le fait, c'est-à-dire sous forme de texte, donc de manière physique, au sein du visuel et de la narration, avec une grande permissivité dans le niveau d'abstraction qu'on peut donner de la parole aussi en même temps. Comme par exemple, ça j'en ai parlé plusieurs fois, le fait de pouvoir faire des brouhahas, de pouvoir faire superposer plein de paroles en même temps et que ça continue d'être audible, de pouvoir représenter des onomatopées aussi de manière hyper particulière, de faire ressentir le son de manière différente, et parfois la BD arrive même à faire ressentir du son sans aucun texte, uniquement grâce par exemple au visuel d'un impact, et que justement dans ces BD Mass Effect, les auteurs vont décider ou non d'utiliser des onomatopées pour représenter des sons, par exemple les sons des armes ou les sons des pouvoirs biotiques. Certains choisissent de pas utiliser du tout d'onomatopées pendant tout le long de leur histoire, et certains choisissent parfois de mettre un bruit de fusil qui tire, ou parfois pas, et ce qui fait qu'au sein d'une même page, on va par exemple pouvoir voir quelqu'un qui tire avec le bruit du tir, et après au sein de la même page, on continue de tirer, mais on ne met plus aucune onomatopée, parce que le son du tir a été suggéré déjà de la première vignette de la page, et suggère le bruit que vont faire les armes de tir pendant le reste de la lecture de la page. Et c'est un truc qui peut sembler étonnant de ces comics-là, c'est de pas avoir essayé de davantage jouer sur le son, sur les onomatopées, pour essayer de recréer l'ambiance Mass Effect, parce que quand on ouvre une porte, quand on ouvre un écran, etc., il y a vraiment tous des bruits, on est vraiment entouré constamment de bruit dans Mass Effect, et surtout dans les combats aussi, le bruit des pouvoirs biotiques, le bruit des armes, le bruit des rechargements, c'est vraiment quelque chose qui est important, je trouve, dans l'expérience de jeu. Et ici, ils le font pas trop, ils choisissent vraiment à des moments précis de mettre ou non du son, et j'aurais été intéressé de voir qu'est-ce que ça donnerait de vraiment bourrer davantage les onomatopées, pour accentuer encore le fait qu'on a un univers SF avec énormément de choses mécaniques et de bruits constants, et notamment justement le fait de faire ressentir les bruits mécaniques par rapport aux bruits biologiques. Mais ici, et c'est souvent le cas dans les BD américaines réalistes, tous les onomatopées vont être des polices d'écriture, donc quelque chose d'assez normalisé, d'assez froid, ce qui est très bien je trouve pour représenter des bruits de pistolet ou des choses comme ça, mais le truc c'est que même les pouvoirs biotiques, les impacts, les explosions vont être aussi montrés de cette même manière là, et il ne va pas y avoir une grosse différence entre un type de typo par rapport à une autre. Et ça c'est assez dommage je trouve, parce que le Mass Effect est un jeu quand même extrêmement violent, hein. Il est pas gore, mais il est violent, on fait exploser des têtes, on peut geler des gens et puis foncer, faire une charge dessus pour les exploser en 1000 morceaux, et que les comics vont montrer des meurtres et tout ça, mais ne vont pas être très violents graphiquement dans leur action. Encore une fois, on va pas avoir des gens qui vont être démembrés, qui vont exploser pendant les combats et tout ça, alors que c'est la réalité de ce monde-là. Et je trouve justement que si on avait mis des onomatopées mécaniques de police d'écriture pour les armes de tir, pour le bruit que font les armes de tir, et après dessiner à la main les impacts que font ces armes de tir, ça aurait été intéressant pour faire ressentir davantage la chair qui se déchire, la chair qui reçoit un impact de balle, et que même pour aller encore plus loin, des impacts de tir sur des êtres synthétiques comme les Geth pourraient être aussi montrés avec des polices d'écriture très froides, et ça aurait pu encore accentuer davantage la place différente qu'ont les synthétiques par rapport aux êtres biologiques, ce qui est quand même une des grosses thématiques importantes de Mass Effect. Aussi un des défis d'adapter un univers comme Mass Effect en bande dessinée, c'est le fait que Mass Effect c'est un univers en 3D, et que les univers en 3D modernes peuvent retranscrire énormément de détails, notamment au niveau des armures, au niveau de tout ce qui est esthétique, parce qu'ils ont juste à créer le modèle et puis à l'animer quoi en gros. Et par contre dans une bande dessinée, tu dois redessiner ad nauseam
les personnages constamment dans chaque vignette, et dans une BD de 100 pages, ben tu vas devoir dessiner, je sais pas moi, 300 fois ton personnage principal par exemple. Ce qui fait que très majoritairement, la bande dessinée privilégie les designs plutôt simples et efficaces. Mais heureusement, l'univers Mass Effect possède aussi des designs plus simples, même d'armure ou d'habits, et les dessinateurs vont quand même pas mal privilégier le fait de ne pas mettre en scène certains types d'armures hyper détaillées que peuvent avoir les Mass Effect. Aussi, on va avoir pas mal de très grandes cases, parce que c'est moins long de réaliser une grande case détaillée que plein de petites cases sur un même espace de page. Et certains dessinateurs vont avoir un dessin assez réaliste, mais quelques dessinateurs vont avoir un dessin un peu plus cartoon et vont réussir à jouer entre des moments plus détaillés et des moments beaucoup plus synthétisés. Notamment l'histoire qui se concentre sur Garrus juste avant qu'on le retrouve en tant qu'Archangel. L'histoire de Tali qui est son aventure juste avant qu'on la retrouve dans le 1 et celle de Tain aussi sont vraiment trois histoires très chouettes, assez dramatiques, qui apportent encore davantage de profondeur au personnage, donc ça c'était assez cool. D'avoir une vraie plus-value parce qu'un certain nombre d'histoires de ces comics-là sont juste des redites d'informations qu'on sait déjà, mais qui sont mises en scène, comme l'histoire de Kasuni par exemple. On sait déjà exactement tout ça, mais c'est mis en scène de manière détaillée pendant une dizaine de pages. Et c'est pas forcément intéressant quoi. Avec Garrus par exemple, on nous montre sa relation avec son père et tout le conflit interne de Garrus par rapport au fait de vouloir être un Punisher et le fait de pas vouloir respecter les lois alors qu'il est fils d'un militaire. Et donc le fait de nous montrer qu'il a un rapport amour-haine, une relation vraiment compliquée, conflictuelle, mais teintée de respect aussi, renforce encore davantage d'émotions quand on voit dans le 3 que Garrus n'arrive pas à avoir de nouvelles de sa famille et que la ville où il a grandi sur Palaven est en feu, qu'on peut voir directement depuis la lune où on se bat quand on le retrouve dans le 3. Ça c'était vraiment assez cool, ça renforce davantage de liens qu'on peut avoir avec le personnage de Garrus. Et donc pour revenir au dessin, il y a majoritairement des dessinateurs qui vont avoir un dessin très réaliste. Et je pense que le dessinateur qui fait le plus de comics dedans est Omar Francia. Et il illustre notamment le premier comics Mass Effect qui est sorti, Mass Effect Redemption, qui se passe juste après l'introduction du deuxième Mass Effect, donc au moment où Shepard meurt et est perdu dans l'espace. Et l'enjeu de l'histoire est assez cool parce que le but de Liara c'est d'essayer de retrouver le corps de Shepard. Et on se rend compte pendant cette aventure de 100 pages que différentes factions essayent de se réapproprier le corps de Shepard. Surtout que pendant ces comics là on va assez peu parler de Shepard et on va encore moins la voir forcément. Et donc le fait de raréfier les moments où on va parler d'elle renforce encore l'aura qui se trouve autour de ce personnage, renforce sa légende, car on parle d'elle mais elle n'est jamais là, donc c'est vraiment une présence, une aura qui habite les personnages et ça c'est cool. Et donc c'est super jouissif de se projeter dans ces BD là et de se dire quand un personnage parle de Shepard, il parle de ma Shepard, justement je dis ma parce que moi j'avais joué une femme Shepard, mais enfin il parle de notre Shepard, du Shepard qu'on a joué nous. Et ça c'est vraiment un sentiment super cool pendant qu'on lit les comics parce que ça récompense aussi notre investissement qu'on a pendant les jeux et que chaque lecteur de ces comics Mass Effect peut avoir en lisant les bouquins. Et donc du coup pour revenir au dessin de Omar Francia, dans ce premier bouquin Redemption, je disais que l'enjeu était vraiment cool, mais les dialogues sont chiants, l'histoire est vraiment pas terrible à lire. La relation entre Liara et Ferron, qui est le mec qu'on va devoir secourir dans la base du Courtier de l'Ombre dans le 2, elle est vraiment pas intéressante cette relation, on comprend pas pourquoi elle est autant attachée à lui au bout de l'aventure. Et en plus de ça, le dessin de Omar Francia est maladroit par plein d'aspects, et pourtant c'est un dessin réaliste qui est parfaitement juste anatomiquement, qui est parfaitement juste dans les perspectives et tout ce que vous voulez, mais il est maladroit dans les attitudes des personnages et dans leur expression faciale. Et par exemple il y a un moment où Arya apparaît, il lui fait plein de têtes différentes, alors que Arya est quelqu'un qui contrôle énormément ses émotions et qui est beaucoup avec un visage fermé, dur, avec des yeux méchants comme ça, j'aime bien le visage d'Arya. Et là il lui fait plein d'expressions différentes, à un moment t'as le personnage de Ferron qui boot comme ça, c'est vraiment assez ridicule. Et donc ça me met vraiment pas en confiance pour la suite des autres comics Mass Effect. Mais comme j'ai dit, les dessinateurs vont s'alterner, et Omar Francia va continuer à dessiner, mais il s'est énormément amélioré de comics en comics, donc ça c'est vraiment assez cool de voir ça. C'est vraiment ce premier bouquin où je trouve que son dessin était vraiment brûlant, mais tous les comics d'après où il va dessiner c'est vraiment très convaincant, c'est vraiment très bien foutu. Et que de toute façon d'un point de vue vraiment goût personnel, le dessin réaliste c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus de la bande dessinée, et que tout le monde n'est pas Derek Robertson, mais je trouve qu'un dessin réaliste qui va être maladroit dans les émotions qu'il va essayer de retranscrire à ses personnages, ça va être plus dérangeant que dans un dessin plus souple, plus synthétique. Mais bon, ça reste un type de dessin qui reste complètement dans le propos de vouloir retranscrire un univers SF comme Mass Effect. Même si je trouve encore une fois que le comics sur Garrus, dessiné par Gary Brown, arrive bien à faire un compromis entre du dessin plus souple et du dessin plus détaillé, réaliste. Mais bon voilà, l'aspect froid que peut avoir l'univers Mass Effect fonctionne bien avec un dessin très réaliste et très froid justement. Même si encore une fois c'est pas ça qui est le plus propice à m'apporter un maximum d'émotions. Et aussi le fait que dans un comics on démystifie à fond le personnage de l'homme trouble, ça m'a assez dérangé, j'ai pas trouvé ça intéressant parce que je trouve que justement que l'homme trouble est un personnage vraiment bien écrit dans Mass Effect, avec un design en soi très simple mais qui fonctionne vraiment bien, le personnage est ambivalent, le personnage est intéressant, et le fait de nous l'avoir dépeint comme une espèce d'aventurier pendant la guerre du premier contact, j'ai pas trouvé ça forcément très intéressant, le fait de nous avoir donné son vrai nom et tout ça, j'aime bien le fait justement qu'il reste l'homme trouble, et donc j'ai pas compris l'intérêt de vouloir démystifier le personnage, mais voilà, au bout de la lecture des 13 tomes qui possèdent vraiment ses hauts et ses bas, qui a jamais rien de transcendant, j'ai quand même réussi à me replonger dans le BIOS de Mass Effect via le
meilleure bande dessinée, ce qui n'était pas gagné d'avance, et que pour réussir à rompre en partie avec son expérience de jeu vidéo, ben il faut un truc un peu sur le long terme, et de lire quand même pendant un certain nombre d'heures des pages de Mass Effect pour s'habituer et accepter le fait que cet univers peut fonctionner aussi sous forme de bande dessinée. Mais je vais quand même parler en détail de Mass Effect Invasion, déjà parce que ça se concentre sur Aria et sur Omega, et cette histoire-là est dessinée par Omar Francia, que je décriais justement dans la première histoire qu'il a dessinée, mais ici avec son dessin qui fonctionne très bien, et en plus il y a pas mal de trucs cool à dire sur le découpage, donc je vais en parler ici en détail pour conclure la vidéo. L'histoire commence après Mass Effect 2 sur Omega, qui se fait attaquer par des monstres appelés Adjuda et qui proviennent de la zone du relais Omega 4. Pour tenter de contrôler la situation, Aria doit accepter l'aide d'un général de Cerberus, Oleg Petrovski. Ils vont tous les deux se faire manipuler par l'homme trouble qui n'a pas le même sens de l'honneur que le vieux vétéran. Pendant tout le récit, il va y avoir une lutte de pouvoir pour le contrôle d'Omega, et on va voir s'affronter entre eux les factions rivales, Aria, Petrovski et un colonel de Cerberus. L'histoire est composée en 4 numéros de 22 pages. À chaque début de numéro, on a quelques encadrés narratifs pour expliquer au lecteur le topo de la situation et aussi quelques éléments de lore. Ces encadrés sont aussi présents un peu partout pendant la lecture et sont racontés par un narrateur extérieur non personnifié et qui nous donne une narration objective, une description des faits, ou encore pour nous indiquer le lieu qui nous est montré. D'autres encadrés narratifs vont être utilisés pendant le récit pour représenter la parole de certains personnages. Ces encadrés vont venir prolonger un dialogue en cours et le personnage qui parle est placé en hors-champ. Ces moments-là montrent le personnage qui est en contrôle de la situation. Il est celui qui décrit les faits qui se passent et qui sont à son avantage. Il prend momentanément la place du narrateur tout-puissant. C'est d'abord Aria qui va prendre la parole de cette manière. Elle est la chef d'Omega. Puis la situation commence à lui échapper et on va montrer la parole de Petrovski dans un procédé similaire, avec une bulle non reliée à lui sur une image où on ne le voit pas et qui vient compléter sa parole. C'est un indicateur sur sa prise de pouvoir plus concrète qui se fera un peu plus loin, où il aura droit au même procédé mais avec cette fois-ci un vrai encadré narratif comme pour Aria au début de l'histoire, alors que cette dernière n'a pas encore conscience que la situation lui échappe progressivement. Puis finalement, en fin de second numéro, ce sera un colonel de Cerberus qui prendra la parole de cette manière. Il est un rival de Petrovski et à ce moment-là, il est celui qui se trouve sur Omega pour revendiquer la conquête. Le fait de commencer le second numéro avec un narrateur extérieur pour le terminer avec le colonel et qu'ils possèdent tous deux la même mise en scène de texte signifie bien qui a gagné l'enjeu du récit à ce moment-là. Ensuite, dès le début du troisième numéro, le colonel est pris de court car les factions rivales d'Omega se battent entre elles pour son contrôle et se foutent de Cerberus. Ici, on voit un butarien du clan des soleils bleus expliquer la situation en encadré narratif, et le colonel comprend alors qu'il avait surestimé sa position. Il ne contrôle pas du tout encore Omega, mais juste Aria. Pendant le dernier numéro, va s'alterner en encadré la parole de Cerberus et d'Aria, mais c'est bien finalement Petrovski qui aura le dernier mot. Cependant, sa dernière phrase sera là pour traduire la pensée et l'intention d'Aria qui reviendra pour se venger. La lutte de pouvoir n'est pas encore terminée. C'est intéressant de voir que pendant le récit, un gimmick de Petrovski est de citer des phrases connues de grands militaires et stratèges de l'histoire humaine. Petrovski cite la parole des gagnants, de ceux qui écrivent l'histoire, et cet enjeu est très bien représenté pendant la BD, par la lutte de qui pourra parler en encadré narratif, de qui prendra la place de celui qui dictera les faits. Au niveau du dessin, on voit déjà qu'il est très bien foutu, mais aussi que les planches sont vachement bien composées. Il y a beaucoup de jeux de superposition, et chaque élément a été pensé comme s'inscrivant dans un tout. Un enchaînement de cases bien séparées va pouvoir montrer une action bien découpée, le déroulé d'une attaque méthodique, ce qui peut être aussi accentué par l'alignement parallèle des cases bien droites et par le zoom progressif qui se fait ici sur Aria. Et en contraste, une composition où les éléments vont se superposer va pouvoir montrer un enchaînement plus rapide, plus fluide, voire même plus précipité. Ici, le fait de montrer Aria à l'horizontale en train de s'évanouir accentue une impression d'écrasement de la part de la composition qui la surplombe, et montre bien que c'est cette action puissante qui l'a épuisée. Les jeux d'ombre noire très marqués ainsi que le gros boulot de mise en couleur de Michael Atiyeh font bien ressortir l'atmosphère de boîte de nuit géante K-Omega. Comme de la BD Transmétropolitane, certaines cases vont avoir un contour coloré qui s'inscrit bien dans une idée de lieu rempli de spots lumineux et de néons. Ces contours colorés sont souvent purement esthétiques. Mais le dessinateur va encore plus loin, car il va parfois utiliser ce type de contour pour englober des cases entre elles. Encore une fois, certaines cases vont être collées, ce qui va donner une impression de temps resserré. Il n'y a pas la gouttière, le vide habituel entre les cases. Mais ici, les cases collées vont être en plus divisées en 3 groupes grâce au contour rose. Aria atterrit de la bataille et se positionne, puis attaque et enfin elle s'enfuit. Le temps se précipite de groupe en groupe car le nombre de cases diminue à chaque fois. L'avant-dernière case qui superpose la dernière, plus le fait de stopper sur le bas de la page le contour rose accentue bien l'idée qu'Aria avait prévu de fuir à la fin de son attaque et qu'elle quitte la scène en cours. Sur la page d'après, on a un procédé semblable. Un butarien observe toute la scène de la page depuis un écran qui rappelle la forme des cases du dessus.
Le fait que toutes les cases soient collées ensemble et englobées dans un même contour rose accentue bien la fluidité des 3 cases et montre que le butarien ne rate pas une miette. Pour bien montrer que le butarien est spectateur de la page, il va être en avant-plan, sans case et éclairé d'une lumière rose et donc du contour extérieur. Pour faire une dernière analyse de mise en scène de cette histoire, je vais comparer ici 2 pages, la 85 et la 93, dans lesquelles Petrovski et ses troupes fuient face au gang d'Omega. Dans cette BD, il y a beaucoup de jeux de superposition des personnages qui dépassent des cases. Ici, les butariens donnent une impression d'envahir la page grâce aux éléments de décor qui rappellent une forme de case et une séparation de cases. Au sein d'une même case, ces éléments vont donner une impression de juxtaposition de plusieurs plans et marquent bien la progression des butariens vers leurs ennemis. Même chose pour la page 93, Petrovski est de nouveau en danger, sauf qu'en plus ici, l'effet de l'attaque surprise est renforcé par un contour coloré et éclaté comme une explosion. Sur ces 2 pages, la case de Petrovski dépasse sur celle des butariens, ce qui fait que la temporalité de la case de Petrovski empiète sur celle de ses ennemis, et montre bien son temps de réaction rapide face à la menace. Surtout qu'à la page 85, le tir du butarien dépassait déjà sur sa case, et il y a donc ici un double jeu de juxtaposition et donc une énorme simultanéité entre les actions. Toujours à la page 85, sa case est en diagonale sur 3 de ses bords et accompagne bien son mouvement d'esquive. Le bas de la case est cependant droit et indique le sol vers lequel il va trouver un abri, une stabilité temporaire. En page 93, la nuance est que le bas de la case est elle aussi diagonale, il n'y a pas d'abri. Son mouvement de fuite va continuer sur la case d'après, dans laquelle le corps des humains seront placés davantage en hors-champ que dans la page 85, alors que dans cette dernière, Petrovski avait réussi à expulser l'ennemi hors de la page et de la case. La situation s'est inversée d'une page à l'autre. Voilà, c'est toujours cool de voir de la mise en page aussi bien pensée, avec des compositions aussi complexes. Ça a vraiment été fait avec beaucoup de soin. Et pour lire les comics, je les ai typiakisés en PDF. Et la traduction française, c'est une fantrad d'une personne qui a le pseudo de Geek A. Et cette personne a vraiment fait un gros taf, donc bravo et merci. C'est vraiment cool d'avoir pu lire ça tranquillement en français. Et voilà qui conclut cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas du tout été transcendé par ces bandes dessinées. Elles font le taf, c'est rigolo. Si on a envie de prolonger un peu son expérience de Mass Effect pour combler le vide une fois qu'on a fini la trilogie. Mais voilà, c'est pas mon genre de BD et c'est loin d'être indispensable. Et vraiment Mass Effect, ça se savoure en tant que jeu vidéo, je trouve. C'est vraiment le fait d'avoir une emprise sur cet univers, le fait d'avoir un truc complètement interactif qui permet d'avoir un attachement aux personnages et par extension aux enjeux qu'ils traversent. Et que de la même façon, je pense que certaines BD sont trop liées intrinsèquement au médium dans lequel ils ont été pensés et racontés, et que même si une adaptation de ces BD dans d'autres médiums peuvent être bien faite, on perdra à mon sens quand même trop au change. Après, je pense qu'une BD Mass Effect pourrait vraiment s'illustrer en faisant une aventure à part entière. Je vous remercie pour votre temps de cerveau, et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on au juste? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire.